Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle série de panoramas. Aujourd'hui nous sommes au cœur de l'espace Diamant dans la station des Saisies pour parler ski nordique et pour en parler bien mieux que moi, qui d'autre de mieux que des enfants du pays, de passionnés que j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau. Franck Picard, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Laura Chamiot-Métral, bonjour à vous aussi. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là parmi... pourtant avec des températures négatives, on va dire que voilà, ça fait bien hein, pour le corps, ça fait passer la circulation. Et c'est vrai que donc on a juste derrière nous ce plateau nordique qui a fait la renommée de la station, entre autres depuis maintenant un bon paquet d'années. Laura, ça a été ton terrain de jeu jusqu'à aujourd'hui et encore j'imagine pendant quelques années. Tu es athlète de haut niveau et c'est vrai que la passion elle se transmet toute seule. Ici c'est un peu grâce à ces pistes que tu as eu la fibre ski de fond à la base ou c'est avec les parents, avec la famille, avec le cadre familial? Oui, c'est vrai que ça fait un moment que je skie sur ce domaine nordique. Je pense que j'ai attaqué vers l'âge de 7-8 ans. Donc c'est vrai que les pistes, je les connais quand même bien, plutôt bien, on va dire. J'ai commencé au club des sports des saisies et c'est Richard Lausanne qui m'a quand même bien fait découvrir et aimer ce sport. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de pouvoir pratiquer sur ce domaine. C'est toujours un nouveau paysage à chaque fois, des nouvelles sensations parce que la neige change, donc c'est vrai qu'on s'en lasse jamais. Qu'est-ce qui t'a séduit toi dans le ski de fond à la base? C'est le type d'effort, c'est justement les paysages, c'est le côté un petit peu vraiment seul face à la nature? Oui, le fait de faire du ski dans un environnement qui reste quand même assez intact et avec très peu de personnes comparées à l'alpin, pas de remontée mécanique. C'est vrai qu'au début, c'est quand même très ludique. On arrive à faire quand même pas mal de jeux. C'est pas énormément de ski pur, comme on pourrait dire. Donc c'est vrai que c'était un tout, on va dire, un ensemble. Franck, de ton côté, toi, alors beaucoup de personnes te connaissent via ta casquette sur l'alpin et C'est ça. tes titres de champion olympique. Pour autant, le virage du ski de fond s'est passé il y a maintenant pas mal d'années et maintenant on peut dire fondu de ski de fond. Fondu, exactement, il n'y a pas d'autre mot. Moi, c'est venu vraiment sur le tard, après ma carrière de ski alpin. J'en faisais un petit peu auparavant, simplement pour être sûr que j'avais bien choisi le bon sport, que le ski alpin, ça me correspondait bien. Je voyais le ski de fond comme quelque chose de fatigant, comme quelque chose de rébarbatif. Et puis à la suite de ma carrière de ski alpin, j'ai eu besoin de décompresser, de passer à autre chose. Et j'ai découvert avec le ski de fond une évasion, un moment hors du temps quasiment. Et puis surtout avec cette sensation de glisse, cette sensation d'effort que j'avais perdu un petit peu en ski alpin parce que la compétition, c'est la recherche du centième. Et là c'est une autre dimension. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu au départ. Il y a le côté un petit peu bulle sur soi-même où il n'y a plus rien qui existe finalement que ces muscles, que la nature qui nous entoure. Ça joue aussi un peu dans le psychologique. Alors c'est pas tout à fait une bulle parce que en ski alpin j'étais dans une bulle. Quand on est dans une compétition, on est instinctif pendant 2 minutes, on ne pense à rien d'autre que le sport. Là, c'est souvent des évasions qui durent 2, 3 heures. Et donc là, on a le temps de penser, on a le temps au contraire d'être parfaitement intégré dans la nature, dans le site, dans ses skis. Je trouve que c'est un moment d'extase quasiment. J'ai pas peur des mots. Laura, après avoir parcouru pas mal de pays, pas mal de circuits de Coupe du Monde justement, finalement on revient toujours ici au Saisies. C'est quoi la plus-value finalement pour toi de ce domaine skiable par rapport à tous les autres grands noms du circuit mondial? C'est vrai que c'est un domaine qui est quand même en altitude, 1650 mètres au niveau du départ des pistes, ça fait quand même déjà haut. C'est super intéressant pour nous de travailler en altitude, voilà, pour les globules rouges et tout ce qui va avec. Et de plus, avec un panorama et un paysage magnifique quand on arrive au niveau de la palette, c'est juste incroyable et on a juste envie de monter là-haut et de tourner pendant des heures et des heures. Donc c'est vraiment ça qui me donne envie de revenir skier à chaque fois au Saisies. Pareil, Franck, entre la Transju, entre le marathon de Bessan, entre autres, pourquoi on revient toujours ici? Si ce n'est que vous habitez pas loin tous les deux. C'est ça, vous m'avez présenté comme un enfant du pays. J'ai 56 ans, donc c'est sympa. C'est surtout l'accessibilité. Effectivement, on est à quelques mètres des domaines skiables. Ils sont parfaitement
intégré dans le site. C'est dans la forêt, c'est à la fois un site qui est quand même difficile. Hein, Laura, tu confirmes? Oui, tout à fait. Voilà, on va y venir. C'est un site exigeant, mais qui reste accessible, y compris aux novices. J'étais un novice au départ et ça reste malgré tout vraiment un moment de plaisir. On parle de la petite Suède, à ce que j'ai entendu pour le domaine des saisies sur ces 120 km de piste, si je ne dis pas de bêtises. Vous le disiez tous les deux, il faut quand même un petit peu s'accrocher pour certaines pistes. Finalement, on en trouve pour tous les goûts, que l'on soit novice ou confirmé, il y a de quoi se faire plaisir. Laura, en fait, c'est une championne, donc elle passe bien partout. Moi, j'ai eu de grandes difficultés au départ. C'est vrai que l'altitude, les petites montées, les grandes descentes, ça allait, mais vraiment, c'est difficile. Et j'ai eu la chance d'aller, grâce aux compétitions et aux marathons, de visiter pas mal de sites finalement, et je reviens vraiment avec plaisir aux saisies parce que justement c'est varié. C'est pas des grandes plaines toutes plates, c'est pas uniquement des montées ou des descentes, il y a un peu de tout ici et c'est ce qui fait vraiment la renommée de ce site. Alors justement, cette année, on le sait, on est dans un contexte très très particulier avec les remontées mécaniques qui sont fermées. Les pistes nordiques sont accessibles. Pour vous, ça va être un peu synonyme d'un effet de mode, d'une vague de nouveaux pratiquants pour le ski de fond et les sports nordiques? J'espère en tout cas. Je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent au nordique maintenant. Peut-être pas forcément au ski de fond, mais beaucoup au biathlon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est possible de pratiquer avec le SF du tir en bas sur le pas de tir. C'est quand même une chance qu'on a d'avoir un beau pas de tir comme ça et de pouvoir l'exploiter. Donc oui, je pense que ça va quand même amener beaucoup de monde et peut-être faire changer aussi un peu les mentalités que les gens ont sur le ski de fond, comme quoi ça peut être un sport un peu de grand-père et de grand-mère. Donc oui, j'espère pouvoir... en tout cas, que ça puisse changer les mentalités des gens. Ah, vous êtes la preuve vivante tous les deux que c'est pas totalement un sport de grand-père et de grand-mère qu'on peut se donner à 100%. Franck, justement, ton avis sur cette année un petit peu particulière, est-ce que déjà au sein de ton magasin qui est à quelques centaines de mètres en dessous, les gens commencent à se renseigner un petit peu plus sur la pratique du nordique par rapport aux autres années? Oui, c'est indéniable. Les gens ont la possibilité d'y aller et je les encourage à y aller. Il faut que les personnes passent au-delà du premier abord qui est quand même un peu difficile parce qu'il faut de l'équilibre, il faut accepter ces glisses, il faut accepter cette liberté que l'on a avec les pieds, contrairement au ski alpin où on est vraiment tenu. Et puis ensuite, il faut passer ses premiers efforts. Et là, vraiment, après, on apprécie un moment exceptionnel. J'ai vraiment, je vous encourage tous à venir régulièrement faire du ski de fond. Plus on en fait, plus on apprécie ce sport. Et c'est très, très bon pour la santé. J'avais beaucoup de problèmes de genoux, suite à ma carrière de ski alpin, et c'est vrai qu'au ski de fond, c'est tout en douceur, c'est tout en glisse, tout en bonheur. Laura, justement, un conseil, un mot pour les gens qui veulent franchir le pas, qui n'ont pas encore justement chaussé les skis de fond, mais pour qui ça ne serait tardé. Comment on débute? Est-ce qu'il faut faire appel, selon toi, à un encadrement, prendre une petite heure de cours, ou concrètement, on part tout simplement? J'ai envie de dire, ça dépend un peu des personnes. Les personnes qui sont un peu réticentes, qui ont un peu des appréhensions, c'est vrai que ce serait peut-être plus favorable de prendre un moniteur, quelqu'un qui peut vous donner les bases. Après, quelqu'un qui a envie de découvrir comme ça, allez-y, faites-vous plaisir et puis découvrez les plaisirs de la glisse. C'est vrai, comme il disait, c'est vraiment des sensations, c'est de la souplesse, c'est de la légèreté et c'est très agréable. Pareil, Franck, oui, en plus, le ski de fond, il y a plusieurs méthodes. Il y a en tout cas deux styles, le style skating et le style classique. Pour quelqu'un qui débute, partir simplement marcher avec ses skis, c'est accessible. Il y a rien de plus simple finalement. C'est plus simple que le vélo. Donc allez-y, partez, faites-vous une petite boucle et puis vous verrez vraiment, vous y reviendrez. Le skating est un mouvement assez particulier, qu'on retrouve bien sûr en ski alpin, mais qui là, avec de petits skis, avec cette sensation d'inertie et de glisse, vous trouvez rapidement du plaisir. Bien sûr, après, pour se perfectionner, il faut aller vers des moniteurs, vers des personnes qui seront capables de vous enseigner ça très très bien. Et en quelques mois, vous allez être
Un cador. Alors justement, tu as mis la question suivante déjà, tu me coupes l'herbe sous le pied. Il y a deux styles, justement, le classique, le skating. C'est pas deux écoles qui s'affrontent, concrètement c'est un peu complémentaire. Oui, tout à fait. Le ski de fond, c'est à la fois du skating et à la fois du ski classique. Donc, on parle dans les traces et à côté des traces. C'est ça, dans le classique qui se fait dans des traces, donc c'est les rails que vous retrouvez sur le bord des pistes. Et le skating, voilà, qui ressemble c'est des mouvements latéraux d'un ski sur l'autre. Et c'est vrai que c'est deux styles complètement différents, mais qui vont ensemble, qui font que ça forme le ski de fond. Concrètement, ça fait pas bosser les mêmes muscles ou l'effort est à peu près similaire pour un néophyte que je suis? Pour un néophyte aussi, comme moi, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes muscles, c'est pas tout à fait le même rythme cardiaque, c'est pas tout à fait la même implication que l'on met sur les skis, sur les mouvements. Le skating est un pas de patineur, tout simplement. Ceux qui font du roller, ceux qui font ce type d'effort sont capables de se débrouiller très très vite sur des skis de fond. Le mouvement du classique, tant qu'on reste dans un petit mouvement tout simple, c'est juste de la balade, de la marche quasiment. Par contre, après, quand on fait à leur niveau, quand on commence vraiment à être perfectionné dans le mouvement du classique, c'est un mouvement exceptionnel de précision et d'équilibre. Donc c'est comme, je sais pas, c'est comme rechercher une note très particulière quand on fait de la musique. C'est vraiment une recherche exceptionnelle. Ils sont capables de maîtriser ce mouvement. Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'y arrive pas, donc je suis un peu jaloux, mais ça reste le Graal. Il faut aller chercher ce petit moment vraiment de précision qui est propre au ski classique. Mais quand on débute, c'est un sport extrêmement accessible, c'est de la marche, hein. Tu confirmes, Laura? Oui, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, ça c'est un beau message. Je pense qu'on va finir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tous les deux pour la saison, Laura, déjà? Et ben, qu'elle se déroule du mieux qu'on puisse faire par ces temps. Mais oui, j'espère que tout se passera bien et qu'on pourra quand même profiter de la neige et du domaine. Ce qui est déjà un petit peu le cas, on va y revenir dans les prochains numéros. Franck, pareil, un petit mot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Qu'est-ce que je peux je suis en train d'écrire. Donc voilà, j'écris d'ailleurs, c'est à propos du ski de fond, c'est ce qui m'a amené à écrire un premier livre, mes balades en ski de fond, dans les courses de ski de fond. Et donc j'ai écrit un premier bouquin qui raconte ces histoires-là et j'essaye d'en produire un deuxième. Ok, et qu'on pourra retrouver en librairie sous peu? Le premier est déjà disponible depuis, ça fait maintenant 2 ans. Ça s'appelle Les petites chroniques d'un champion olympique. Et ça raconte quelques histoires de ski de fond et quelques histoires de ski alpin, parce qu'il paraît que j'ai été un skieur alpin dans le temps. Et donc le deuxième sera, je sais pas, faut pas trop en parler, mais ça viendra. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir bravé le froid pour participer à cette émission. Bon courage pour la suite, car oui, on est déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Panorama. On est toujours ici au cœur de l'espace Diamant dans la superbe station des Saisies. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur nordique et alpin de cette station, justement, des pistes que vous connaissez comme personne. Pistes de nordique qui ont ouvert il y a quelques jours à peine, mais c'est vrai que pour ouvrir un tel domaine skiable, ça s'anticipe. Vous avez commencé combien de temps en avance de se préparer, de faire la mise en œuvre pour ouvrir ces pistes? Alors dès les premières neiges, il y a environ une dizaine de jours, on a fait les premières traces. Et pour pouvoir ouvrir une grosse partie du domaine nordique, on a ouvert un petit peu avant. Là, ça demandait un peu plus d'anticipation à un espace, une piste qu'on appelle la Glacière, qui est une zone à proximité du stade de biathlon, qui est une zone où on avait stocké de la neige. Ce qu'on appelle un snow farming sous de la sciure, et donc de la neige qui avait été produite l'année dernière. Et celle-là, on l'a étalée pour offrir, avant les chutes de neige significatives, pour faire déjà du ski aux gens. Donc c'était à partir de samedi dernier. Et en fait, on a offert déjà une boucle de 2 km sur de la neige qui avait été produite l'année précédente. Ça, c'est la classe. Aujourd'hui, alors le domaine, il roule quasiment intégralement. Sur les 120 km de piste, si je ne dis pas de bêtises, on en est à combien d'ouverture? On est à une bonne 50aine de kilomètres, mais après, voilà, en allant, on va
continuer à agrandir le domaine. L'important pour nous, c'est pas de se précipiter, c'est d'ouvrir des pistes déjà en sécurité, puis avoir une qualité de ski qui soit correcte. On aurait pu tenter d'ouvrir avant avec des pistes moyennes. Là, on ouvre avec des pistes de très bonne qualité. Hein. C'est ce qui est important, quoi. Pour préparer tout ce domaine, justement, ça représente combien de personnes qui sont, alors j'imagine, à différents postes de la station. On pense aux dameurs, on pense au niveau culture, ceux qui produisent la neige de culture, mais il y en a bien d'autres également. Alors nous, sur la SPL des saisies, hein, qui est l'opérateur du domaine skiable, dont je ne suis pas le directeur, je suis que le responsable des pistes alpins et nordiques. Pardon. Et en fait, on a en saison 220 personnes à peu près qui travaillent en période forte et une trentaine de permanents, un peu plus de 30 permanents toute l'année. Hein. Voilà. Actuellement, évidemment, on est en effectif réduit pour préparer ce domaine nordique. Ça a demandé un petit peu de mise en œuvre sur le snow farming parce qu'il fallait des engins pour transporter la neige, pour l'étendre, etc. Donc ça a été 15 jours de travail à 4 personnes. Et après la mise en place, c'est un dameur, deux pisteurs nordiques. Voilà, c'est avec relativement peu de monde. Et on rajoute à ça le personnel des ventes, hein, qui sont là parce que les domaines skiables sont payants. Donc il faut des gens pour vendre les forfaits, quoi. Ça n'a pas dû être très simple à gérer cette mise en œuvre, parce que forcément, il y a eu cette chute de neige il y a une dizaine de jours. Les dameurs ont commencé à travailler et pourtant il y avait déjà pas mal de gens sur les pistes. Comment on gère à ce moment-là? On leur fait un coup de klaxon ou concrètement il y a un arrêté qui leur interdit normalement Alors tout à fait, il y a un arrêté qui définit les périodes d'ouverture du domaine. Hein, donc l'arrêté prenait effet à partir du samedi 12. Donc avant, les pistes étaient fermées, donc interdites d'accès. En effet, comme vous dites très justement, nous, notre souci permanent, un peu sur le nordique, mais beaucoup plus sur l'alpin, c'est qu'on travaille avec des engins de damage. Sur le domaine alpin, ce sont des engins qui ont des treuils avec des câbles parce qu'ils s'accrochent en haut des pistes. Et les gens ne comprennent pas toujours qu'en fait, entre le point d'ancrage de la machine et la machine, il peut y avoir plus de 1000 mètres de distance. Donc en fait, le câble repose par terre et quand la machine le met en tension, c'est un câble qui peut balayer toute la piste sur le travers ou qui peut monter à 10 mètres de haut, quoi. Donc c'est un réel danger, quoi. Et en effet, pour nous, c'est une préoccupation quand on interdit l'accès des pistes, c'est pour des problèmes de sécurité, quoi. Comment on gère notamment, j'imagine que vos personnels sont très au courant, très au fait de la situation et qui font bien entendu le plus attention possible. Quelles sont les réactions des gens? Alors on parle des skieurs de rando sur le domaine alpin, des acharnés sur le nordique. Ça dépend, les gens, on fait beaucoup de pédagogie. Hein. C'est vrai qu'on essaie d'expliquer que le danger, c'est pas que la machine visible, encore que ça l'est aussi. On explique aux gens, notamment sur le nordique, quand la machine revient de damer, qu'on ne se met pas juste derrière, parce que si jamais elle freine, on pourrait tomber dans la fraise et là, ça serait dramatique, quoi. Donc nous, on fait de la pédagogie le mieux possible. Globalement, les gens comprennent. Hein. Ils savent très bien que c'est dangereux. Après, c'est vrai qu'on est en permanence sur le qui-vive et c'est une inquiétude permanente, notamment pour les chauffeurs de de damage, quoi. Ils n'ont pas envie d'avoir un accident avec un client et nous non plus, quoi. Personne, ça on est bien d'accord. Je reviens un petit peu sur ce domaine qui est quand même une petite perle, pas perdue, mais justement à très haute altitude. C'est une des spécificités de ce domaine, justement, cette très haute altitude pour un site nordique, entre 1400 et 1600 mètres de dénivelé. Ça doit aider pour la préparation et pour la gestion de la neige aussi. Oui, complètement. Le domaine des saisies, c'est un domaine qui bénéficie d'un enneigement qui est assez exceptionnel, hein, parce qu'on est à 1650 mètres d'altitude sur le point le plus bas. Et donc, on monte un peu plus lorsqu'on est sur le secteur de la Palette, par exemple. Donc, c'est vrai que globalement, l'enneigement naturel est toujours très bon ici. Quand ici, l'enneigement n'est pas bon, c'est qu'ailleurs, il est catastrophique, quoi. C'est vrai qu'il faut le savoir, c'est un véritable atout. L'autre atout des saisies, c'est qu'on est une des rares stations, je dirais, de Savoie, en tout cas, à avoir un tel panorama sur le Mont Blanc, hein, ce qui est quand même sympa. Les gens viennent ici, c'est des paysans, et c'est un cadre très sauvage, hein, comme beaucoup d'autres sites nordiques. C'est vrai que c'est un cadre qui est unique et qui est vraiment sauvage. Vous savez qu'on est au milieu d'une réserve naturelle régionale, donc c'est un cadre qui est préservé. Il n'y a pas de construction au milieu du domaine nordique, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, on est au milieu des forêts du Canada, presque. On l'appelle la Petite Suède, est-ce que j'ai vu d'ailleurs sur le site internet des saisies, et je trouve qu'en
en effet, avec le décor qu'on a derrière nous, ça s'y prête tout à fait. Alors, on le disait, cette saison, c'est un petit peu particulier avec forcément la crise sanitaire. Il y a un accès nordique qui est possible pour le moment. L'alpin, on en parlera un petit peu plus tard. Mais est-ce que ça ne va pas permettre, selon vous, justement, un certain engouement finalement pour ces disciplines de nordique de fond? Eh ben, écoutez, on l'espère, hein. C'est vrai que déjà le nordique connaît un réel essor depuis quelques années, hein. C'est vrai que les gens apprécient de plus en plus. On imagine que là, pour les vacances qui arrivent, les vacances de Noël, on devrait avoir beaucoup de monde qui viennent pratiquer le ski nordique, d'autant que c'est une activité qui est sans risque d'un point de vue sanitaire. Vous êtes dehors, il n'y a aucun endroit où il y a des attroupements de personnes. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est très saine et que les gens peuvent faire en toute sécurité. Et on s'attend en effet à avoir beaucoup de monde sur les domaines nordiques. J'arrive sur les questions un peu plus embarrassantes, mais pour un domaine skiable, justement, pour une société de remontée mécanique, est-ce que c'est rentable d'ouvrir juste un parc nordique avec la quantité de personnes que ça implique derrière? Oui, ça l'est. Ça l'est. Après, le domaine ici, on le gère avec relativement peu de monde par rapport à d'autres domaines. Nous, ce qui fait qu'on arrive à le faire, c'est aussi qu'habituellement, on a le domaine alpin qui est à proximité. Par exemple, pour l'organisation des secours, les alpins viennent prêter main forte aux pisteurs nordiques. Pour le damage, c'est pareil. C'est un garage unique qui fait la maintenance de toutes les machines. On n'aurait pas ces moyens-là si on n'avait que le domaine nordique. Donc voilà, c'est un domaine qui est rentable, mais les chiffres d'affaires sont très largement en dessous de ce que représente le domaine alpin, évidemment. Vous parliez justement des pisteurs secouristes, c'est le cas bien sûr sur le nordique, il y a des équipes qui sont prêtes à intervenir en cas de pépin. Ah ben tout à fait, hein. Les pisteurs secouristes nordiques sont tout autant pisteurs que les pisteurs alpins. Ils sont formés au secourisme, aux techniques d'évacuation, à la sécurité. Ils sont aussi formés à l'accueil, hein, des personnes. Ils sont aussi là pour renseigner, hein. Ça, c'est le cas de tous les pisteurs dans toutes les stations, quoi. Mais évidemment, en termes de secours, c'est le dispositif de secours. Donc sur un domaine alors aujourd'hui qui est ouvert à peu près 50 km, vous me disiez, ça représente combien de personnes qui sont dédiées justement au poste de pisteur secouriste? Donc là, aujourd'hui, on a 2 pisteurs nordiques qui sont sur le site, hein. Et si jamais il y avait un événement plus important, donc pour les vacances, on aura un 3e d'ailleurs sur l'ensemble du domaine. Sachant qu'habituellement, on a 20 pisteurs présents par jour, hein, sur le domaine alpin et puis nordique. Après, on est organisé en collaboration avec les services de l'État pour, en cas de gros problèmes, avoir un appui, en cas d'accident exceptionnel, avoir un appui des moyens d'État pour intervenir notamment sur les secours, quoi. Donc concrètement, s'il y a un secours là, ça part en motoneige, c'est pas des gens qui sont en mode des grosses Ah, machines non. en ski de fond et qui les rejoignent avec un gros pas de patineur. Oui, tout se fait avec les motoneiges, évidemment, hein. Les skieurs nordiques sont régulièrement sur les pistes, moi aussi, hein, de temps en temps, même si je suis Joindre l'utile pas... à l'agréable. Ouais, c'est une façon aussi d'appréhender l'activité. Autrement, en scooter, on ne se rend pas vraiment compte des choses, donc j'essaie d'y aller de temps en temps. Mais eux se déplacent parfois à ski, hein, pour voir comment sont les pistes, mais beaucoup en motoneige, bien sûr. Après, tout ce qui est intervention de secours, on ne peut pas les faire autrement qu'avec une motoneige, évidemment. Dans la première émission, avec notamment 2 grands champions qui étaient avec nous à cette même place, on a beaucoup parlé des différences de qualité de la neige, de consistance de la neige. Est-ce que vous, gestion du domaine skiable, ça impacte justement sur la façon de damer, la façon de traiter et de préparer une piste? Ah oui, complètement. Ça, c'est plus le travail des dameurs, hein. Les dameurs vont adapter les réglages des machines, leur conduite par rapport à la qualité de neige, hein, ou à l'évolution de la neige aussi, comment elle va évoluer dans la journée. Donc évidemment qu'on intègre complètement ce paramètre, hein, et heureusement. Je vais même plus loin que ça, on anticipe aussi en début d'hiver l'évolution de la météo dans le cours de l'hiver. Il y a des endroits en stock de la neige. Il y a tout un travail de fond qui se fait en termes de damage que les gens n'imaginent pas, mais qui est essentiel pour la durabilité du domaine skiable. C'est vrai sur l'alpin, mais c'est vrai aussi sur le nordique. Sur le nordique, on a aussi des carrières à neige où, à cette époque de l'année, c'est pas juste de passer la machine, c'est de ramener de la neige à certains endroits pour en mettre à d'autres. Tout ce travail est un travail de fond qui demande beaucoup de technicité et évidemment de prendre en compte la qualité du manteau neigeux, quoi. Alors pour un néophyte, c'est vrai que de la neige, c'est de la neige. On n'a pas forcément tendance à imaginer que de la neige peut être froide, de la neige peut être un peu plus chaude, entre guillemets. Ouais. Justement, c'est quelque chose qui se gère au jour le jour. On arrive quand même un petit peu à anticiper. Alors ça, la qualité de la neige, on va le gérer au jour le jour.
parce que même dans la journée, il y a des périodes de l'année, notamment au printemps, où la neige est différente le matin de ce qu'elle est l'après-midi. Vous le savez, quand vous skiez, le dameur s'adapte aussi. Le damage n'est pas le même le matin, le travail n'est pas le même que si vous travaillez le soir. Et même dans la soirée, après, quand la nuit tombe, la neige évolue encore. Souvent, les dameurs disent qu'elle crame, ça veut dire qu'elle regèle, et donc ils vont donc adapter les réglages des machines en conséquence, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison qui vient de débuter justement? Eh ben, on peut souhaiter qu'on arrive tous à ouvrir nos stations dans des bonnes conditions de sécurité pour tout le monde. Quand je parle de ça, je veux dire des sécurités sanitaires, qu'on soit tous attentifs à ça. Après, on a tous pris les moyens pour que ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Bah voilà, merci beaucoup en tout cas Philippe d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis donc courage pour cette saison en particulière qui s'annonce. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On est déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien soin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Aujourd'hui, alors vous le voyez peut-être pas, mais nous sommes toujours dans la station des Saisies, au cœur de l'espace Diamant. Nous sommes hébergés par le magasin Picard Sport, incontournable magasin de la station, pour parler bien sûr toujours ski nordique. Et avec moi, pour en parler avec une superbe expertise, j'ai Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur de ski nordique depuis pas mal d'années déjà. C'est vrai que cette pratique, ces dernières années, elle a connu un vrai effet de mode. De plus en plus de gens se mettent au ski de fond et finalement arrivent à faire évoluer cette image un petit peu vieillissante que l'on avait avec un sport un petit peu de grand-mère, de grand-père, un peu tout pépère. Comme ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Oui, c'est carrément de l'histoire ancienne. C'est carrément un nouveau sport qui débute depuis quelques années avec l'événement du biathlon, de la télévision justement. Et c'est une belle chose, quoi. C'est un beau sport, c'est une belle chose, c'est bien. Il y a eu justement cet effet Martin Fourcade avec multiples champions du monde, multi-médaillés. Concrètement, ça a vraiment joué un rôle, ça a créé des vocations peut-être ? Ouais, nous on en est certains maintenant. Les vocations, c'est ça, c'est Martin Fourcade, c'est la télévision, c'est les images magnifiques de ski, le suspense en plus de la course, mais ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment les belles images qu'on a vues à la télévision qui ont bouleversé le nordique là. Aujourd'hui, quand on vient vous voir, c'est quel public qui vient vous voir? C'est des débutants complets ou des gens qui veulent s'améliorer? Il y a un petit peu de tout, comment ça se passe? Il y a carrément de tout. Il y a vraiment des enfants. Maintenant, on a une grosse demande avec des enfants, des enfants qui ont 6-7 ans, même plus jeunes des fois, mais des gamins qui ont une dizaine d'années, qui rêvent de faire du ski de fond. Incroyable. Ok, ouais, on ne l'aurait pas deviné il y a quelques années. Inconcevable. Inconcevable il y a quelques années. Et puis tout. Après, des gens qui commencent à essayer le ski nordique, ils se disent waouh, ça existe. On a des skis fins. Ils font du ski alpin, c'est des forts skieurs alpins généralement. Ils sont lassés un peu du ski alpin, ils sont lassés des remontées mécaniques, d'attendre peut-être, et puis ils veulent être un peu plus tranquilles, avoir une autre approche un petit peu de la neige. Et ça, c'est terrible aussi, c'est super bien. Alors on le dit depuis le début de cette série d'émissions Panorama, c'est pas le ski alpin, le ski nordique, c'est pas deux entités opposées qui sont plus complémentaires, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans le ski de fond qu'on ne pourrait pas retrouver dans l'alpin selon vous? On va retrouver les sensations, je pense. Les sensations au niveau du ressenti, au niveau de la glisse, au niveau de ce qui va se passer, tout ce qui est sensation kinesthésique, ce qui va se passer par exemple dans les pieds pour des gamins ou même pour des adultes, ils vont être à se déplacer à 10 km/h en ski de fond. Ils vont avoir des sensations dignes d'une vitesse extrême en ski alpin. Et ça, c'est carrément génial, quoi. Cette sensation de glisse, ça, c'est une chose qui est bien en ski de fond, quoi. Est-ce qu'on la trouve tout de suite? Concrètement, il y a un petit apprentissage. Généralement, on parle de la nage, on dit il y a un cap à passer pour sentir justement ce sentiment de glisse. Est-ce qu'un néophyte peut le sentir dès les premiers cours? Oui, complètement. Dès qu'on va accepter de glisser, on va être conquis par ça, c'est certain. Comment ça se passe alors généralement quand il y a un néophyte qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a quelques conseils qui sont incontournables? On commence par un protocole précis ou concrètement on s'adapte à chacun? Non, on va s'adapter, c'est évident. On va s'adapter parce que le néophyte, s'il est sportif, s'il est ultra sportif ou déjà qu'il a une grosse expérience de la glisse, quelle qu'elle soit, hein, lui, il a l'expérience et puis l'apprentissage va être rapide. Et puis si c'est quelqu'un qui est un petit peu moins sportif ou qui a un peu moins un passé un peu plus fin, ça sera plus long.
Mais la glisse, elle va être tout de suite là. Il faut juste pas brûler les étapes, je pense. Il faut aller à son niveau. Il ne faut pas vouloir suivre ni les copains, ni se dire « Ah bah ouais, je vais faire une piste noire, etc. » Il faut aller à son niveau, il faut y aller tranquille, il faut s'adapter aux conditions. Ça passe par des cours, selon vous. Alors, au-delà de votre casquette école de ski français, est-ce que objectivement les gens peuvent se faire plaisir en essayant comme ça d'eux-mêmes, ou objectivement c'est mieux d'avoir une petite base de technique avant de s'y mettre tout seul? On peut se faire plaisir tout seul, c'est pas interdit, bien au contraire. Il faut essayer tout seul, il faut se faire son opinion, mais il faut pas, comment le dire, il faut pas rester sur un échec ou aller droit à l'échec. Moi, je vois régulièrement l'hiver, comme on est sur les pistes tout l'hiver, je vois régulièrement des gens qui vont louer des skis, et puis hop, ils vont partir, et puis ça va être un échec. Je vais les voir revenir une demi-heure après, les skis en travers, les skis sous le bras, puis ils vont marcher au bord de la piste à pied. Pour moi, c'est un échec complet, quoi. C'est parce que le ski de fond, c'est différent un petit peu de l'alpin, où au ski de fond, la neige, la qualité de la neige, la qualité de la glisse, la qualité du matériel, elle intervient bien plus, ou elle est bien plus visible en tout cas qu'en ski alpin. Alors, on l'évoquait en début d'émission, c'est une discipline qui a connu de nombreuses évolutions ces dernières années. Déjà, il y a eu l'arrivée du skating qui a un petit peu déjà révolutionné la pratique. Ah oui. Là, le skating, c'était la vraie révolution. C'est ce qui est bien, hein. Ça modernisait un petit peu le ski, ça révolutionnait le ski. Le déplacement en ski, il est plus rapide, etc. Mais après, toujours la même chose. En skating, quelqu'un qui n'est pas sportif ou quelqu'un qui a peu d'équilibre, le skating, ça va être laborieux au début. Ça va être laborieux. Alors qu'après, il faut aller chercher des pistes adaptées, de la neige adaptée, du matériel adapté, et tout ce qui est adapté. On ne va pas faire du skating comme ça en arrivant, hop, à moins d'avoir fait du patin à glace, du roller, etc. toute sa vie. Autrement, il y a beaucoup de notions à avoir. Et les gens, souvent, les pratiquants l'ignorent. Je m'aperçois que 80% des pratiquants, ils patinent comme ils ont appris eux, tout seuls. Mais ils ne se feront pas plaisir. Au bout d'un moment, ils vont se lasser parce que l'apprentissage, ça va stagner, leur pratique va stagner, les progrès vont stagner, alors qu'on peut progresser. Même moi, je progresse encore en skating. Justement, selon vous, c'est l'alternatif, le classique, comme on dit, est amené à disparaître sous la pression du skating avec de plus en plus de pratiquants, ou c'est encore deux disciplines complémentaires? Non, c'est deux disciplines complètement différentes, qui sont complémentaires déjà, et puis où justement, en ski nordique, il va falloir s'adapter. Moi, des jours, je vais aller faire du classique parce que la neige, voilà, la neige tombe, la neige est tombante, la neige est bonne, elle est molle, elle est molle, elle est douce, etc. On n'aura pas une grosse glisse en patinage parce que la piste ne sera pas forcément avec un fond très dur, etc. Je vais aller faire du classique. Et puis en classique, je vais pouvoir régler ma vitesse facilement, je vais pouvoir me déplacer. C'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent. En classique, on peut aller faire 3 heures, 4 heures de classique. C'est facile, celle-là. Si on veut aller doucement en classique, c'est facile de régler la vitesse. Si on veut aller vite, là, on va aller vite aussi en classique. Mais en skating, avant d'être capable de régler sa vitesse, d'aller faire 3 heures, 4 heures de skating, il faut déjà pratiquer un petit peu. Il faut déjà un petit background. Ouais, voilà. Une des autres évolutions, on en parlait en préparant cette émission, c'est l'évolution du matériel qui, il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est un peu le jour et la nuit. On ne skie pas du tout sur les mêmes skis, avec pas du tout les mêmes chaussures. Déjà, on a un exemple juste à côté de vous d'une des dernières évolutions, finalement, c'est quasiment un mix entre un ski de rando et un ski de fond. Ça a changé là aussi la pratique? Ah ouais, complètement. Ouais. Alors ça, c'est des skins, hein, ce qu'ils appellent des skins ou des peaux de phoque en français, voilà. C'est des skis avec une peau de phoque, ce qu'on retrouve en ski alpinisme. Et ça, on a pour le coup là, on a une super glisse, on a une accroche qui est largement convenable. Et puis, du coup, ça permet d'avoir un ski qui est facile à skier, qui est agréable à skier, qui se rapproche un petit peu des skis qu'on utilise en compétition, des skis à farter, où cette zone-là, normalement, c'est une zone qui est fartée pour avoir de la retenue. Là, on s'occupe plus de fartage, on glisse et c'est fait. Alors ça, c'est un petit peu finalement le successeur des skis à écailles qu'on connaissait jadis. Il faut que ça soit le successeur. Moi, j'encourage les gens, même les débutants. Moi, je prête mes skis aux débutants parce que j'ai des skins pour enseigner, évidemment. Je prête mes skis aux débutants pour qui testent un petit peu ce genre de matériel. Et ils sont sur la retenue, ils disent « Oh non, moi les skis, ils vont aller trop vite, ils glissent trop, ça ne va pas le faire ».
Une fois qu'ils les ont essayés, ils vont vite changer de ski, et ils vont vite louer une paire de skis comme ça, parce que c'est tellement plus facile de skier avec des skis qui glissent bien. Alors ça change le contact à la neige, mais est-ce que ça change la technique concrètement? Non, pas du tout. La technique, on peut l'affiner justement avec des skis comme ça. On peut justement affiner sa technique, au lieu d'avoir des skis haikai qui vont toujours retenir. Et puis dans les deux sens, ils vont retenir aussi bien à la glisse qu'à la montée. Ben là, on va avoir des skis où dessus, il faut être un petit peu plus placé, un peu plus fin au niveau du ski. Mais c'est ce qui est agréable. C'est ce qui est agréable. Alors là, on est bien d'accord, c'est des skis destinés à l'alternative, donc dans les rails. Voilà. C'est pas des skis qui s'utilisent en skate. Non. Non, c'est pas des skis qu'on utilise en skate. Mais C'est quoi la différence finalement entre les deux, ou qu'est-ce qui ben, change entre guillemets? Ce qui change, ça va être les duretés du ski, etc. Et puis surtout en skate, on a un ski qui est lisse sur toute la longueur. Voilà. Avec une petite rainure centrale. Ouais, une ou deux rainures centrales selon les marques. Mais ça va être un ski, c'est un ski qui glisse et on ne peut pas monter avec ça autre qu'en canard ou en patinage, quoi. Finalement, c'est plus là où seraient normalement les quarts qui sont importants. Ouais, voilà, ouais. Et puis après, voilà, au niveau de la construction du ski, etc. En skating, voilà, c'est des skis avec des constructions un petit peu différentes, des duretés, des cambrures différentes, etc. Bon, après, c'est adapté à la pratique. Aujourd'hui, il vaut mieux investir dans des skis de fond quand on veut s'y mettre. Il y a quand même des grands parcs de location. Est-ce qu'on peut tout de suite trouver chaussures à son pied, ou concrètement, faut aller faire quelques kilomètres pour avoir un petit peu son genre de pratique, son genre de glisse? Il faut essayer les deux disciplines, hein, que ce soit le classique ou le skate, et puis même pratiquer les deux disciplines. Moi, je pratique les deux disciplines. J'adore le classique, j'adore le skate. Et puis après, je pense qu'il faut essayer différents types de skis. Maintenant, il y a plein de magasins qui offrent, qui vous font essayer les skis avant l'achat. Ça, c'est hyper important parce que, notamment pour des skis classiques, où au niveau des duretés, au niveau des répartitions de dureté, etc., il faut trouver les skis qui correspondent bien à son poids, à son style de pratique, etc. Donc, c'est bien d'aller les essayer. Là, maintenant, nous, sur les saisies, les magasins vous font essayer les skis avant de les acheter. Et puis, ça permet d'avoir une bonne paire de skis tout de suite. Ça vaut le coup d'acheter des bons skis tout de suite que d'acheter des skis début de gamme et puis se dire « Ah bah tiens, je glisse pas », etc. Parce que ça reste un sport de glisse. Et ce que le public oublie souvent, c'est ça, c'est de glisser, quoi. C'est d'avoir des skis qui glissent bien, du matériel qui est bien entretenu, puis de bonne qualité. Dernière petite question très rapidement. Cette année, on le sait, on est dans un contexte très particulier. Les remontées mécaniques ne sont pas encore accessibles à l'heure où l'on parle. Est-ce que, quelque part, ça pourrait être une chance pour le monde du nordique de tirer son épingle du jeu, d'avoir plus de pratiquants? Ouais, c'est certain. C'est une chance, relative. Ouais, c'est une chance relative. Mais c'est certain, déjà les pratiquants ils commencent à se tourner vers le ski nordique, mais là du coup ça va booster ça va booster la demande et la pratique, c'est bien. Après, il faut juste que les gens pratiquent dans les bonnes conditions, avec le bon matériel, et puis sur les bonnes pistes, à leur niveau, etc. C'est pas du ski qui est forcément très facile. Voilà, ça c'est sûr que c'est une opportunité pour nous. À nous de ne pas la rater. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup Michel, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé, et bon courage pour la saison qui s'annonce. Pas besoin de courage. C'est bien. Ah, ça fait plaisir. On est déjà au terme de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour des prochaines aventures, un prochain numéro. D'ici là, tout de bon sur 8 mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. On est toujours ici dans la station des saisies, au cœur de l'espace Diamant, pour parler ski nordique, pratique de fond en général, car oui, c'est un peu l'année qui veut ça. Et pour en parler, j'ai avec moi Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Savoie Nordique, et donc finalement la structure qui fédère finalement tous les sites, ou la plupart des sites de nordique sur le département de Savoie. C'est une grosse gestion quand même, ça représente pas mal de sites et pas mal de boulot, j'imagine, tout au long de la saison. Alors on a 14 domaines qui sont adhérents à Savoie Nordique. Sur une trentaine de domaines, on a la majorité, les plus gros domaines, et on va dire à peu près 90% des journées skieurs qu'on peut retrouver sur la Savoie. On a une activité qui est assez saisonnière, comme l'activité principale, mais on ne s'ennuie pas l'été puisqu'on prépare en général la saison, avec une activité qui va faire à la fois du conseil et du service à nos adhérents, de la promotion de l'activité nordique, ski de fond et toutes les autres activités nordiques, raquettes, fat bike, chien à traîneau,
et autres activités. Et puis aussi, on a toute une animation réseau avec les domaines nordiques et les partenaires. Alors, j'imagine que même s'il y a tous les domaines ont la même problématique, c'est-à-dire les gens, la neige, l'accès à l'activité, il y a beaucoup de spécificités entre différentes montagnes, entre les gros domaines, entre les petits domaines. Comment on arrive à gérer finalement et à faire une gestion commune de tous ces espaces? C'est un des gros points, c'est l'animation réseau, puisqu'en fait on se retrouve avec des domaines qui vont avoir du mix alpin-nordique, on a des domaines qui sont que nordiques, on a des domaines qui vont avoir plus d'une centaine de kilomètres de piste, alors que certains domaines vont avoir des domaines qui vont tourner autour d'une vingtaine, une trentaine de kilomètres de piste, avec chaque fois des structurations aussi différentes entre des structures parapubliques ou des communes en gestion. Donc en fait on essaye de faire travailler tous ces gens ensemble, c'est-à-dire que les plus petits qui sont plus malléables, qui vont expérimenter des choses qu'on va pouvoir après proposer à tous les autres, et puis les gros qui ont des structures plus importantes, qui ont plus de facilité à avoir certaines réponses juridiques, organisationnelles, qu'on va essayer de faire redescendre aux plus petits qui n'ont pas la même capacité de réflexion et d'accompagnement. Ça veut dire que c'est les petits domaines qui sont plus difficiles à gérer dans les faits que les grandes structures qui sont déjà habituées et qui ont déjà vu à peu près toutes les problématiques et tous les problèmes qui y sont liés? Alors non, je dirais que les petits domaines sont beaucoup plus flexibles dans l'adaptation. Les domaines, il y a une inertie plus importante. Par contre, les gros domaines sont beaucoup plus structurés avec, on va dire, une activité qui est beaucoup plus facile à gérer. C'est-à-dire qu'on va dire une grosse structure, on a l'organisation qui fait fonctionner la structure. Pour les petits domaines, c'est souvent plutôt une histoire d'hommes, même si les hommes sont importants dans les gros domaines, bien entendu. Alors, on le sait, cette année, c'est un petit peu particulier, contexte sanitaire oblige. Par la force des choses, pour l'instant, il n'y a que l'accès aux pistes nordiques qui est autorisé pour le grand public. Est-ce qu'on peut y voir justement une petite vague de mode qui va amener davantage de pratiquants aux pratiques nordiques, justement? Alors, on pense bien qu'il va y avoir certainement un report de certaines partie de clientèle qui aime la glisse, qui faute de pouvoir la pratiquer grâce aux remontées mécaniques vont se reporter sur le nordique. Aujourd'hui, après, on a cette volonté d'accueillir cette clientèle en attendant et en espérant que les domaines alpins vont quand même pouvoir, les remontées vont pouvoir ouvrir. On a certainement un report de clientèle qui va se faire avec toute la volonté d'accueillir au mieux ces pratiquants, ces nouveaux pratiquants, avec une réflexion, une gestion du nordique et une proposition d'expérience à la clientèle qui soit la plus adaptée possible et la plus intéressante pour les gens. Ça va faire avancer du coup l'activité, ça va lui permettre de peut-être s'asseoir un petit peu plus. C'est vrai que pour la majorité des usagers des stations au sens large du terme, quand on pense au ski, on pense au ski alpin. Aujourd'hui, le chiffre généré par le ski de fond, par les activités nordiques, c'est vraiment une petite partie. Est-ce que c'est amené à évoluer selon vous? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'état d'esprit du nordique, on est quand même beaucoup dans l'esprit du bien-être, du développement, etc. Et même si aujourd'hui, de plus en plus, on est sur des services avec un développement d'une activité poussée, l'esprit du ski nordique et encore d'ailleurs dans sa structuration de redevance, est plutôt perçu comme un service public. Donc derrière, avec pas pour le moment une visée de gros développement commercial, même si de plus en plus de clientèle, de plus en plus d'attentes de services, et plus on a de services, plus on a des investissements, et qui dit investissement dit une activité économique qui doit être de plus en plus importante derrière. Donc on va sur un développement derrière, on voyait que la tendance existait déjà, et c'est sûr que cette année, avec ce contexte-là, va certainement accélérer la tendance qu'on avait vue précédemment. Vous parliez de redevance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est pas tout un chacun comme la redevance audiovisuelle, mais c'est les stations qui sont partenaires, qui sont membres, c'est ça qui... Voilà, en fait, on parle de redevance, le principe, c'est simplement quand vous achetez un forfait de ski de fond, l'ensemble de la ressource doit servir à l'entretien du domaine de ski de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnariat où il n'y a personne c'est vraiment, et la plupart, et d'ailleurs tous les domaines nordiques, réinvestissent l'ensemble de la perception de ces forfaits-là dans l'entretien, l'aménagement, les investissements qui sont liés au nordique. Donc il n'y a pas de fuite économique sur le nordique, on est vraiment sur un réinvestissement local de toutes ces perceptions de forfait. Je reviens juste encore une petite minute sur ce côté un petit peu particulier de cette saison 2020-2021. Quand on pense au ski de fond, on pense à la nature, on pense pas de remontée mécanique justement, pas d'attroupement,
le calme plat. C'est vraiment un petit peu ce que les gens viennent chercher cette année en montagne. Est-ce que justement on a tendance à davantage communiquer là-dessus? Est-ce qu'au sein de Savoie Nordique, on a lancé plusieurs campagnes de communication ou concrètement on fait confiance aux gens pour faire les démarches, pour trouver eux-mêmes les activités? Alors on a des activités de promotion qui sont faites régulièrement. En partenariat aussi, on travaille étroitement avec Savoie Mont Blanc Tourisme qui nous accompagne sur cette communication-là. C'est vrai qu'on appréhende cette saison par rapport au contexte et au Covid assez sereinement puisque l'activité permet de fait une distanciation dans la pratique. On a très peu de choses en intérieur. On regrette la fermeture des salles hors sac qui est le petit moment convivial, mais on le conçoit, on l'entend et puis on espère que ça pourra ouvrir prochainement. Mais après, dans toute la pratique et dans tout le cheminement de la pratique, on a très peu d'interactions sociales qui prennent des risques derrière. Et donc, on communique là-dessus, mais on sait que la clientèle, telle qu'elle l'imagine, dans l'imaginaire, on est beaucoup dans cet état d'esprit-là. Et je pense qu'il n'y a pas de mensonge entre l'imaginaire des gens et les conditions réelles de pratique. On est réellement dans quelque chose qui est proche de la nature, qui est, on va dire, on se retrouve ici dans un parc naturel protégé. On est réellement dans ce que les gens s'imaginent. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Bon, pour autant, il va y avoir de nouvelles problématiques qui vont venir cette année, et notamment, on en parlait en préparant cette émission, c'est le côté finalement cohésion et partage des espaces entre toutes les activités, les chiens à traîneau, les raquettes, les randonneurs à pied, les skieurs en fond, sans parler des clubs qui vont s'entraîner. Comment on va s'arranger pour que finalement tout ce petit monde cohabite sur les mêmes espaces? Aujourd'hui, ça, on essaye de le faire par de l'information, par des panneaux, par du balisage, par des choses comme ça. Les pisteurs aussi sont là en première mission pour le secourisme, mais aussi pour faire de la pédagogie, pour orienter les gens. C'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas toujours, c'est pas volontaire, mais c'est vrai qu'il faudra, on souhaite que vraiment la clientèle ait une attention pour respecter les pratiques des uns et des autres. La nature est assez grande pour accueillir chacun et ça peut que bien se passer. Je pense que les gens vont venir pas pour se chamailler ou pour avoir des problèmes avec les uns les autres, mais vraiment de faire attention. Normalement, il y a de la place pour tout le monde et pour que les pratiques se passent au mieux possible. Donc essayer d'écouter les consignes et de comprendre les problématiques des uns et des autres. Et je pense que tout se passera bien, oui. Bon, il y a un autre gros volet, c'est celui des jeunes. Aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est les skieurs de demain, c'est les pratiquants de demain qu'il faut mettre faut leur faire découvrir cette sensation de glisse dès le plus jeune âge. Ça passe par des plans départementaux sur lesquels vous êtes très partie prenante. Voilà, le département a mis en place différents plans sport. On va retrouver la montagne, on va retrouver du ski alpin, on va retrouver du nautisme et il y a un plan ski de fond. La spécificité du plan ski de fond, c'est que toute une partie de la gestion de ce plan-là a été déléguée à Savoie Nordique. On travaille étroitement avec le conseil départemental, qui est le financeur de cette activité-là. On travaille étroitement avec l'éducation nationale, puisque ça concerne tous les collèges. Et théoriquement, l'ensemble des collégiens de Savoie vont faire une fois dans leur cycle de collège un cycle PS ski de fond durant leur scolarité. Et on essaye d'inciter et de faire le lien entre les collèges, les domaines nordiques pour que ces sorties de ski se fassent de la manière la mieux possible. On s'assure aussi qu'ils aient un encadrement avec les écoles de ski, la mise à disposition de matériel, soit certains collèges sont propriétaires, certains collèges vont passer par les foyers ou par les magasins de location. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment fluidifier ça pour que chaque petit collégien savoyard puisse une fois au moins essayer la pratique du ski de fond. Et aujourd'hui, on a 44 collèges sur les 46 collèges de Savoie qui sont inscrits sur ce plan. Alors, je pose la question bête, mais est-ce que c'est nécessaire justement des plans comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, sans ce plan ski nordique, ski de fond, n'iraient pas d'eux-mêmes sur ces pratiques? Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas les jeunes. À la rigueur, aujourd'hui, le ski nordique et le ski de fond a de plus en plus une attractivité auprès des jeunes. On va dire c'est plutôt la génération des parents qui eux ont encore cette image plutôt vieillotte du ski de fond avec une image pas jolie, et on se rend compte aujourd'hui que finalement les enfants sont les prescripteurs de la pratique auprès de leurs parents et auprès des sorties familiales. Donc ça a un effet de permettre aux jeunes de découvrir la montagne, de découvrir leur environnement, de pratiquer une glisse, mais aussi en fait, de former des futurs prescripteurs dans leur famille, dans leur cellule familiale, pour emmener les gens à pratiquer et à tester à tester ou à revenir à cette pratique, puisque beaucoup de Savoyards ont à un moment testé, sauf que au moment où ils l'avaient testé quand eux étaient jeunes, la pratique était différente, le matériel était différent, la pédagogie était peut-être différente. On a essayé de faire beaucoup évoluer ça et on a encore essayé tous les ans, à chaque plan, de voir
de quelle manière on peut améliorer la pratique des jeunes en travaillant sur le matériel, en travaillant sur les encadrements. Ça veut dire que concrètement, les jeunes, on les met plus dans les rails en faisant juste du classique. Ils font test skating, peut-être biathlon également. Voilà, ils ont aujourd'hui, la tendance c'est plutôt d'aller sur le skating. Alors après, on s'adapte aussi par rapport à la morphologie ou au côté sportif ou non des jeunes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils aient vraiment une expérience qui soit intéressante et favorable, et pas que ce soit, c'est l'objectif, c'est pas de les dégoûter, pas du tout. Après, chacun a ses affinités, et aussi proposer dans ce plan d'aller sur des initiations biathlon, des choses comme ça, et puis d'essayer de mettre le plus de ludique possible dans cette pratique-là, puisque toute activité sportive ou loisir, il faut qu'elle soit ludique, il ne faut pas que ce soit, on va dire, une difficulté ou que ce soit compliqué pour les jeunes. En tout cas, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir bravé le froid et ce vent qui se lève. On espère que ça va permettre de reposer une petite couche. Oui, les annonces sont plutôt bonnes, et c'est vrai que d'habitude on s'inquiète beaucoup de la neige. Cette année ça a été plutôt le Covid, mais je pense que là les conditions sont réunies pour qu'on ait une belle pratique et une belle saison. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. On est déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, tout de bon sur 8 Mont Blanc.